Salut tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, et avec 3 minutes de retard, je suis, je suis là aujourd'hui pour vous parler des schémas. Voilà, des schémas. Alors vous allez me dire, c'est quoi un schéma? Un schéma, c'est une forme de plan que l'on a une tendance à répéter. Et donc, n'hésitez pas, vous savez, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos petits commentaires, etc. Je serai ravi de vous lire et de vous faire un petit coucou. Voilà. Donc aujourd'hui, le but c'est vous de parler des schémas comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est-à-dire des espèces de plans, d'une certaine manière, que nous avons et que nous avons une tendance à répéter. Voilà. Alors pourquoi les répéter, ça c'est ce qu'on verra. Voilà. Et le but aujourd'hui de cette, je vais dire, information, je ne vais pas parler de formation, mais plutôt d'information, c'est de vous donner des petits trucs pour pouvoir les repérer ces fameux schémas. Alors, avant de poursuivre réellement ma structure de cours, je pourrais vous dire ceci. Déjà, rien qu'en se posant la question de ce que j'ai une tendance à répéter dans ma vie de tous les jours, à savoir, par exemple, là, c'est bizarre, j'ai toujours l'impression de tomber sur la personne qui me veut du mal, vous voyez, ou la personne qui me prive de liberté, ou j'ai toujours l'impression, enfin, c'est pas une impression, si je participe à quelque chose, à une compétition, à un autre concours, etc., je ne peux pas arriver première ou premier, j'arrive toujours second, etc., etc. En bref, ce sont des schémas. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est-à-dire que on est pris, si vous voulez, dans un plan qui nous amène toujours à retraverser les mêmes choses, un peu de manière cyclique, voilà, en boucle. Et donc, on ne sait pas toujours très bien à quoi ça correspond, ni pourquoi c'est là, mais vous allez voir qu'il y a une valeur évidemment à tout cela. Alors, je vais commencer d'abord par la thérapie des schémas. Il faut savoir, aujourd'hui, je vais mettre en avant un monsieur qui s'appelle Jeffrey Young, qui dans les années 90, c'est un monsieur qui était formé aux thérapies, on va dire, cognitives classiques. C'est un monsieur qui a créé une théorie, dans laquelle il met en avant, si vous voulez, cette fameuse thérapie des schémas. C'est-à-dire, il a isolé plusieurs types de schémas et il a essayé de parler évidemment des sources qui pouvaient provoquer ces schémas. Donc c'est intéressant, donc je vous en parle parce que je trouve ça pas mal du tout. Donc c'est une approche qui est relativement adapté pour mettre en lumière l'origine des symptômes de la dépression, par exemple de l'anxiété, des troubles du comportement alimentaire, des problèmes de couple ou encore la rechute des personnes dépendantes et d'une façon générale lorsque nous ressentons un malaise réel avec des problèmes vagues, chroniques et envahissants. En bref, ça peut être une très bonne approche. Voilà, alors aujourd'hui, le but, c'est pas de faire de la thérapie, évidemment. Le but, c'est simplement vous expliquer que finalement, euh, de quoi il va se préoccuper au départ, ce fameux Jung. Il va se préoccuper des enfants. Et il se rend compte que les enfants de 0 à 2 ans fonctionnent avec ce qu'on appelle les ondes θ, et de 2 à 6 ans, ils fonctionnent avec les ondes delta. En bref, pour le dire simplement, avant l'âge de raison, eh bien les enfants sont particulièrement perméables à tout ce qu'on leur dit. Donc si vous avez des phrases malheureuses du style t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es maladroit, t'es comme ton père, t'es comme ta mère, etc. Ou t'es pas comme ta sœur, ou etc. etc. Donc vous voyez un peu de quoi je parle. Fatalement, les enfants le prennent pour argent comptant. Alors vous, en tant qu'adulte, vous pourriez dire, mais enfin, je rigolais, mais enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'arrive pas à mobiliser encore les parties du cerveau qui lui donnent une forme de recul, de sens critique. Voilà. Et je vous dirais même que c'est déjà pas trop le cas au niveau des adultes. Je connais beaucoup d'adultes quand même qui sont très 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 susceptibles, très sensibles à la critique, aux mots. Je pense d'ailleurs qu'on n'a jamais vécu dans une société qui a une telle sensibilité aux mots. À l'heure actuelle, il faut
évidemment faire très très attention à ce que l'on dit. Ça devient même préoccupant, inquiétant et extrêmement difficile par exemple pour les enseignants. Voilà. Donc, puisque les mots peuvent tout le temps blesser quelqu'un, et donc c'est assez compliqué. Alors, quelques caractéristiques des schémas précoces inadaptés, c'est comme ça qu'ils les nomment. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont constitués d'un mélange de souvenirs, d'émotions, de pensées, de sensations corporelles. Et donc, il y a des techniques, par exemple, comme l'EFT, qui peuvent être pas mal d'ailleurs, hein, qui est une bonne approche, mais enfin, il y en a d'autres. Mais tout ça pour vous dire que ce mélange de souvenirs, d'émotions, de pensées, de sensations corporelles, vous voyez quand même que ce sont différents canaux là qui se relient. Hein, ce qui veut dire que quand on plonge là-dedans, c'est parfois très très compliqué de savoir ce qui nous a marqué le plus. Vous voyez, par exemple, si mon père ou ma mère a eu une phrase, ont eu une phrase malheureuse à mon égard, est-ce que ce qui m'a marqué, c'est la phrase, c'est l'intonation, c'est le fait qu'ils aient associé un mouvement, par exemple, ils aient positionné leurs mains sur moi en me disant cette phrase. C'est un ensemble, en fait, de choses qui se lient dans la psyché et qui n'est pas facile quand même à détricoter. Donc voilà. En bref, tout ça nous apparaît quand même de manière forte, hein, très forte, d'une manière forte, à l'enfance. Voilà. Ils sont élaborés, nos fameux schémas, pour se nourrir et perdurer durant toute la vie, car nous avons une tendance à sélectionner des situations de vie, voilà, des situations de vie, et des relations humaines qui vont nourrir nos croyances. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire, les amis, que nous avons de véritables radars. Notre cerveau, c'est un véritable radar. Donc, il est capable, tout simplement parce qu'au départ, ben, nous avons un schéma, et qu'un schéma, il faut le suivre. Hein, c'est un plan, il faut le suivre. Eh bien, si nous avons un schéma qui va influencer nos perceptions, par exemple, nos schémas, c'est être en couple, c'est un manque de liberté. Voilà, si je me mets en couple, je perds ma liberté. C'est un schéma. Ok. Par exemple, eh bien, ce fameux schéma, on peut s'arranger pour le retrouver. C'est-à-dire pour réellement qu'il devienne créateur de réalité. Donc, je m'arrange pour être avec les personnes qui peuvent, hypothétiquement, me créer une rupture, enfin, non, excusez-moi, pas une rupture, comment dire, une forme de contrôle, et qui, de par leur comportement, en effet, vont altérer ma liberté. Oui, c'est tout à fait possible. Et on se débrouille pour avoir ce type de personnage. Voilà, on se débrouille pour les rencontrer. Donc, en réalité, c'est un peu comme si le fait d'avoir engrangé un schéma, d'avoir une forme de croyance, nous amenait réellement à trouver les bonnes personnes qui ne font finalement que justifier que notre croyance est réelle. Voilà, donc nous avons des radars pour pouvoir faire ça, enfin un radar extrêmement performant pour pouvoir faire ça, et c'est notre cerveau. Voilà, alors je vous expliquerai bien moi hein, comment ça se passe, parce que vous inquiétez pas, vous faites ça, vous pourriez dire, mais alors comment on fait, c'est de cerveau à cerveau? Non, 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 le chaînon manquant pour ça, c'est la gestuelle, les expressions faciales, l'analyse morphologique, vous le faites inconsciemment, mais vous n'allez pas chercher n'importe qui pour réaliser la prédiction liée pardon, à vos schémas. Donc, c'est un peu l'idée ici. Tous les schémas ne sont pas tous traumatiques. Hein. Voilà, il faut le savoir. Donc, on n'est pas toujours dans un schéma hyper traumatique, par exemple un attouchement, ce genre de choses. On n'est pas toujours là-dedans. On peut avoir, par exemple, un environnement trop protecteur ou trop permissif, ou ce genre de choses. Vous voyez, ça peut créer aussi des schémas. Donc, ne croyez pas que les schémas ne soient réservés qu'aux gens. Ne vous inquiétez pas, c'est ma machine à café qui s'éteint. Ne croyez pas que les schémas ne soient réservés qu'aux personnes qui en ont bavé dans leur vie. C'est pas vrai. On peut tous répéter nos schémas. Voilà. Alors, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, il y a des vidéos sur la chaîne où j'explique comment se mettent en place les relais neuronaux et comment tout ça s'active dans le cerveau pour finalement créer des axes neuronaux privilégiés pour
comment vais-je dire, développer tel type ou tel type de comportement. Voilà. Ils sont multidimensionnels et peuvent avoir différents niveaux d'envahissement et de gravité dans notre vie. Un schéma n'est pas seulement une croyance dont nous pouvons parler à quelqu'un avec un raisonnement logique, il devient une partie de notre identité, une partie de notre conscience de soi. Donc un schéma, ça peut être très 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 profond. Je me permets, je bois mon café en même temps. Quelles sont les origines de nos schémas précoces inadaptés? Parce que vous pourriez me dire, mais d'où ça vient en fait? Ok, on a compris qu'entre 0, entre 0 et 6, il pouvait y avoir pas mal de choses. Mais la bonne affaire, qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là? Bon, alors, la première chose dont on va parler, c'est la non-satisfaction des besoins fondamentaux. Hein. Donc, il faut savoir qu'on a des besoins, par exemple, affectifs fondamentaux. Si on ne répond pas à ça, on peut en effet créer des problématiques et donc des schémas, élaborer des schémas sur base de ça. Nous avons évidemment, on en a parlé tout à l'heure, les traumatismes, ils existent aussi, il ne faut pas le nier. C'est sûr que quelqu'un qui a été traumatisé par de la violence physique ou psychologique ou sexuelle, etc., bien sûr que ça va jouer un rôle, c'est évident. Donc voilà, ça c'est encore autre chose. L'excès de satisfaction des besoins, par exemple des parents qui donnent trop, surprotecteurs, qui vous donnent tout ce dont vous avez envie, pas besoin, mais envie. Voyez. Et alors l'internalisation ou l'identification avec des personnes importantes, par exemple on modélise des aspects comportementaux, cognitifs, émotionnels des personnes qui nous entourent, souvent les figures parentales. Donc en bref, parfois je peux créer des schémas tout simplement parce que j'ai capté, j'ai essayé de calquer le comportement de quelqu'un qui m'est cher, ça peut être mon père, ma mère ou d'autres personnes, voyez, et tout ça pourra créer aussi des schémas. Mais venons-en au fait, quels sont au départ, puisqu'on parlait de ça, on se dit ben, finalement les schémas ils peuvent venir par les traumatismes, par des éléments, comment je dirais, un environnement trop permissif ou pas assez, mais au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le non-respect des besoins affectifs fondamentaux qui vont créer le problème. Et donc, c'est quoi, finalement, ces fameux besoins affectifs fondamentaux? Alors, j'insiste, les besoins affectifs fondamentaux et les besoins affectifs tout court, pour vous rendre compte quand même de l'ampleur de ce que représentent les besoins affectifs, l'ampleur des besoins affectifs. Un enfant qui n'est pas assez touché, un enfant qui n'est pas assez aimé, mais surtout touché. Hein. Vous voyez, un enfant qui se sent abandonné peut développer une pathologie qu'on appelle la maladie de l'hospitalisme. Je vous invite d'ailleurs à aller voir des vidéos. Ayez le cœur bien accroché parce que vous allez voir que ces enfants deviennent de véritables légumes. Ils n'arrivent même plus à se mouvoir corporellement. Et c'est une forme d'autodestruction, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas assez de contact, d'échange, d'affect. Et c'est extrêmement important. Je rappelle encore, juste une petite chose, petite digression, quoi, c'est pas une digression, c'est simplement une explication de l'affect. Au 4e mois, dans le ventre de sa maman, l'enfant sent déjà si sa maman le touche. Donc, il est déjà capable de sentir au travers de la peau de sa mère si elle le touche ou pas. Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que les millions de capteurs qui sont sur notre peau nous permettent de comprendre le toucher et le type de toucher, les affects qui sont transmis par la peau. Donc tout ça est extrêmement important. Et donc vous voyez que déjà à la base, encore dans le ventre de sa maman, ce sont les affects qui vont régir énormément le nourrisson. On sait par exemple que lorsqu'une maman a des intentions qui ne sont pas forcément très bonnes vis-à-vis de son fœtus, hein, qui ne le touche pas, qui ne lui parle pas et qui n'a pas forcément de bonnes idées le concernant, on sait que beaucoup de fœtus vont se cacher. Ils se cachent. Voilà, donc c'est vous montrer quand même l'ampleur de tout ça. En bref, les besoins affectifs, ce sont des besoins de base. Sans eux, eh bien, nous n'existerions pas. En tant qu'être humain, on se fonde d'abord avec et grâce à nos affects. Donc,
attention malgré tout, hein, juste un petit rappel, même si je parle d'affect, même si je parle de besoin, commencez pas à vous culpabiliser si vous êtes parent en vous disant ah mais ça je l'ai pas donné à mon enfant, etc. etc. C'est pas le but. Si vous êtes coach, même chose, on va pas culpabiliser les gens. Simplement c'est une information. D'abord, le besoin de sécurité. Besoin de sécurité, c'est un besoin fondamental qui est lié à l'attachement aux autres, et notamment aux parents. C'est le besoin principal de l'enfant. Il doit pouvoir se dire que les personnes, donc ce qu'on appelle les figures d'attachement, qui ne sont pas toujours les parents, hein, sur qui il compte, hein, sont stables et prévisibles. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors ça, c'est important de le signaler. Beaucoup de parents pensent que l'enfant ne réagit pas à l'instabilité. L'enfant réagit énormément à l'instabilité. Le monde de l'enfant, c'est un monde fait de répétition. L'enfant répète. Comme je dis toujours, le pouvoir réside dans la répétition. L'enfant répète les choses parce qu'il a besoin de les ancrer, parce qu'il a besoin de construire tous des réseaux neuronaux, parce qu'il a besoin de se construire affectivement, etc., etc. Donc il a besoin de répétition. C'est pour ça qu'un enfant, si vous lui racontez une histoire, et que dans cette histoire vous dites, eh bien le super-héros, le super-héros arrive et fait bing boom bang, allez pas dire bing boom bing, ça ira pas. Il faut répéter la même histoire de la même manière. Voilà, on devra répéter les choses exactement à l'identique. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de sécurité et de se répéter les choses. Donc les parents qui parfois se disent oh mais non, il va s'adapter, elle va s'adapter, elle va bouger, elle va faire ceci, oui, il va faire ceci, etc. etc. Attention, n'allez pas trop loin dans une vie trop aventurière, entre guillemets. L'enfant a besoin de stabilité et surtout de savoir que ses parents sont prévisibles quand même. Hein. Parce que si vous êtes très versatile, si vous êtes très lunatique, il faut savoir que lui ne sait pas du tout comment jouer avec tout ça. Donc, fort, fort important. Ça sécurise, ça stabilise ses émotions. Cela va lui permettre de développer la structure physiologique cérébrale, les structures pardon, qui vont l'aider à avoir une bonne régulation des émotions. En bref, plus vous avez une forme de stabilité, une forme de cohérence dans votre comportement, et si vous offrez une vie relativement structurée à l'enfant, j'ai bien dit relativement structurée, hein, il y a toujours un équilibre à garder, eh bien l'enfant a beaucoup plus de facilité, lui, à réguler ses émotions. Donc d'abord, je répète, ici, je parle de nos besoins affectifs de base. Premier besoin, nous avons besoin de ça, et vous allez voir que c'est important pour comprendre après la notion de schéma. 2. Le besoin d'autonomie. Un enfant a besoin d'asseoir son identité, de la construire. Et vous ne pouvez pas construire une identité sans, d'une certaine manière, vous éloigner des parents. Créer vos propres expériences. Alors ça, parfois, les parents ont beaucoup de mal avec cette histoire d'éloignement, hein, et d'identité. L'enfant va rejouer, et même à l'adolescence, va rejouer une partition, c'est l'éloignement pour se trouver. On ne peut pas se trouver soi-même en étant en fusion. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vaut mieux avoir un adolescent rebelle qu'avoir un adolescent qui est doux comme un mouton. Alors vous allez me dire, oui, celui qui a un adolescent qui est rebelle, écoutez, moi j'aurais bien envie qu'il soit doux comme un mouton. Oui, bien sûr, on le comprend. Mais de l'autre côté, psychologiquement parlant, le rebelle, c'est celui justement qui cherche à développer son identité, à asseoir son identité, à penser par lui-même. Voyez. Donc il vaut mieux avoir un adolescent qui est comme ça. Bon, là je parle de l'adolescence, mais pour les enfants c'est la même chose. Il y a une autonomie. Donc que l'enfant ait des responsabilités, qu'on lui donne des petites responsabilités et qu'on l'aide à assumer ses petites responsabilités, c'est super intéressant. Et là encore, excusez-moi, les petites responsabilités, c'est pas il faut bien travailler à l'école, il faut bien faire tes devoirs. Hein. Non, pas ça. Les responsabilités, c'est aujourd'hui je fais quelque chose, voilà, je cuisine et je vais te donner la responsabilité, par exemple, de tourner la mixture avec la spatule. Ça, c'est une responsabilité pour un enfant en bas âge, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une responsabilité. Alors, je n'ai pas dit que les études ne pouvaient pas responsabiliser, mais ce n'est pas encore le moment. C'est pas par là qu'il faut passer. C'est par d'autres choses qui sont beaucoup plus joyeuses. Vous allez le voir. Le jeu, d'ailleurs, fait partie des besoins de base. Donc,
donner à l'enfant de l'assurance et il pourra explorer sereinement son environnement, il pourra donc adopter une attitude sereine face à la nouveauté, il est encouragé dans ses découvertes, il peut expérimenter le fait que s'éloigner progressivement de maman n'est pas si dangereux, c'est même voire très excitant. Si à chaque fois que l'enfant entreprend quelque chose, on lui dit attention, attention tu vas tomber, attention, attention à ceci, attention à cela, ben, évidemment ça va poser un problème. Et ça arrive très vite. Je vais vous expliquer une petite chose qui avait frappé. Une de mes filles, lorsqu'elle était petite, donc elle devait avoir 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus exactement, était partie chez une autre petite copine qui avait son anniversaire, et là, elle monte sur un toboggan. Okay, et j'entends la maman de la petite fille qui a son anniversaire dire enfin, s'il te plaît, ne monte pas, ne fais pas comme elle, parce que toi, tu n'as pas le même sens de l'équilibre. Alors là, c'est vraiment le style de choses à ne pas dire. Évidemment. De plus, mis à part freiner la progression de son enfant, elle lui a rien apporté. L'idée, c'était d'être derrière à la rigueur, et de voir un peu, si elle avait peur qu'elle tombe, d'être derrière, et de pouvoir gérer la chute si celle-ci avait eu lieu. Mais jusque-là, on pousse son enfant à se développer parce qu'il a besoin d'autonomie, parce qu'il a besoin de développer ses compétences. Et c'est très certainement pas en restant dans une zone de sécurité qu'il va réussir à le faire. D'ailleurs, on voit un peu ce que ça donne à l'heure actuelle. On a énormément de personnes qui ont peur de sortir de leur zone de sécurité parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, donc, et qui sont prêts comment vais-je dire, finalement à subir certaines choses parce qu'on a peur. Voilà. Et donc l'enfant au départ, lui, il n'a pas ça. Il a besoin de pouvoir être poussé, de pouvoir être encouragé, etc. Évidemment, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas mettre des règles. Le besoin d'exprimer ses besoins et ses émotions, l'importance d'apprendre à exprimer et à reconnaître ses émotions. Il faut savoir que plus le vocabulaire émotionnel est développé, plus on peut ressentir finement ses émotions. Donc à un enfant à qui on pose la question de ce que tu ressens, bah, c'est quand même très très intéressant au fur et à mesure qu'il puisse travailler avec cette intelligence émotionnelle qu'il va développer au fur et à mesure. Ainsi l'enfant apprend à se connaître et développe le droit et à son juste ressenti. C'est la base du respect de lui-même, mais c'est aussi la base, évidemment, s'il se respecte lui-même, il aura plutôt une tendance à respecter aussi les autres. Donc l'intelligence émotionnelle, bien exprimer les besoins et les émotions, ok, pouvoir les accueillir, pouvoir travailler avec ça, ne pas exagérer non plus, ça aussi, parce que viens dire à papa ce qui ne va pas, exprime ce que tu as sur le cœur. Attention, parfois ce n'est pas ce qui est dit qui pose problème, c'est la manière de dire les choses. Parfois un peu des façons un peu gnangnan d'exprimer, de faire les choses, et là on va rencontrer un autre problème, c'est que les enfants captent très bien le non-verbal, et si papa et maman commencent à jouer un peu à ça, exprime à papa ou à maman ce qui ne va pas, dis tout, tu peux tout nous dire. Vous voyez, ce type de phrase-là, cette manière de dire les choses, ça peut déclencher plus tard beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je dis que l'excès aussi de communication non violente peut déclencher paradoxalement de la violence. Donc c'est plutôt dans la manière de faire les choses plutôt que dans ce que l'on dit réellement. Le besoin de spontanéité de jeu, c'est la continuité de la connaissance de soi, c'est l'expression de sa libre expression. L'enfant apprend également les codes sociaux en se faisant respecter auprès de ses camarades. Donc le jeu, et notamment le jeu avec les autres, c'est extrêmement important. Si ces besoins-là ne sont pas respectés, ça pose problème. Par exemple, moi j'ai été un enfant qui a été élevé de manière assez isolée, bah, croyez-moi, si vous voulez, est-ce que ça a une influence sur mes interactions sociales actuellement? Oui, toujours. Voilà, alors je connais pas mal de choses, je réussis à sortir de mes schémas, mais parfois je peux retomber dedans. Bah oui, il suffit évidemment que je sois un peu fatigué et je retombe un peu dans mon schéma classique qui est bah, finalement j'ai besoin de personne, j'ai appris à faire tout seul et à être bien dans la solitude, voyez. Mais ça peut poser d'autres types de problèmes. Le besoin de limite et de contrôle, donc je suis toujours, je le respecte, aux 5 besoins fondamentaux affectifs. Le besoin de limite et de contrôle de soi, l'enfant a besoin d'un cadre. Sans cadre, alors
Ça, c'est important de le retenir. Il y a des parents qui se disent, oh, on va pas mettre de limite, parce que moi j'ai été trop limité, alors on va pas mettre de limite à l'enfant. C'est une erreur, évidemment. L'enfant a besoin de limites, parce que lui-même n'en a pas. Il n'en a pas, donc il voit tout en grand, il pourrait faire n'importe quoi. C'est rassurant, la limite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont extrêmement rassurés par la limite, dans le fond, qui recherchent la limite. Vous voyez, tout le temps. Donc, et on peut avoir notamment des enfants très conflictuels, hein, qui cherchent la limite, qui cherchent le cadre, en fait, qu'ils n'ont pas eu. Donc voilà, donc dans un cadre, on peut se balader en toute sécurité si les règles sont clairement énoncées. Hein, et je n'ai pas parlé non plus d'un cadre extrêmement rigide. Je parle d'un cadre bien structuré. Dans l'établissement de ces règles, il ne doit pas y avoir de manipulation affective de la part de l'adulte. Quand tu fais ça, par exemple, hein, quand tu fais ça, je suis vraiment trop malheureuse. Vous voyez, tu n'as pas fait ça, papa il est très malheureux. Tu as fait ça, papa il est malheureux. Ou tu vas tellement manquer à maman, ou tu vas tellement manquer à papa, etc., etc. Tout ça, c'est de la manipulation affective qui est une horreur pour un enfant, et qui va en fait lui poser des tas de problèmes. Donc, la satisfaction de ce besoin apprend à l'enfant le respect aussi d'autrui, hein, parce que les limites, le contrôle de soi, tout ça, ça va aussi l'aider à se respecter lui-même et respecter les autres. Bon, le fameux Jeffrey Young a déterminé 18 schémas précoces inadaptés, mais il les a classés en familles distinctes. Donc là aussi, voilà, je vous en parler parce que je trouve ça intéressant. Les 5 familles de schémas précoces inadaptés pour comprendre là où ça coince, ce sont les suivantes. Et donc, ça peut peut-être vous aider. Si vous voyez par exemple que la séparation et le rejet, hein, donc vous avez par exemple la certitude que non, je ne vais pas le prendre comme ça parce que ça ne rentre pas en corrélation avec la manière dont les phrases sont agencées. Donc, séparation et rejet. Je reviens aux 5 schémas, hein, inadaptés, affectifs inadaptés. Séparation et rejet. C'est la certitude que ces besoins de sécurité, de stabilité, d'affection, d'empathie, de compréhension, d'approbation et de respect ne seront pas satisfaits. Et donc, par exemple, si vous vous dites, c'est un exemple, hein, vous dites, oh, ça sert à quoi de se faire des amis de toute façon, vous allez voir, si je me fais des amis, bah, ils vont quand même me rejeter. Preuve en est, je m'en suis fait un il n'y a pas plus tard que 2 mois, et finalement, il est parti. Voilà, il ne m'a plus contacté, etc., etc. C'est bien ce que je vous explique. Si à la base, le besoin qui était donc le besoin de sécurité, il n'a pas été respecté par les parents, l'enfant peut lui engranger alors quelque chose, c'est que dans le fond, à quoi ça sert de s'attacher puisque rien n'est sûr. Là-dessus, qu'est-ce qu'il vivra? Bah, il va vivre la séparation et le rejet de manière permanente. Ce sera un peu son truc, vous voyez? Il va le vivre. Et à la rigueur, quand il va le vivre, donc il va aller chercher les bonnes personnes, il va se mettre dans des situations qui ne feront qu'appuyer sa croyance de base. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc si vous voyez qu'à un moment donné, ben, vous-même, vous vous dites, oh là là là, de toute façon, à quoi ça sert de m'attacher aux autres, de toute façon, vous voyez, on n'est jamais mieux servi, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, parce que les autres ne sont pas capables. Parce que les autres, ils font toujours des erreurs. Et de toute façon, ils ne vous prennent pas en considération. Ou, de toute façon, si j'aime une personne, tu vas voir, cette personne, elle va me laisser tomber. Ou elle va me faire du mal. C'est tout ça, en fait. Vous voyez, ça veut dire que le besoin de base, qui était le besoin d'attachement, ne s'est pas fait. En réalité, il y a eu des problèmes. Donc on remonte bien souvent entre les 0 et 6 et on se rend compte que là, il y a peut-être eu un problème. Vous allez me dire, ouais, ça me fait une belle jambe ça. 0 et 6, c'est un peu loin si j'ai ce type de problème. Alors, rassurez-vous, le but ici, c'est déjà de se dire, tiens, j'ai ce type de problème, ça pourrait correspondre à ce type de schéma, mais fatalement, je ne vais pas refaire l'histoire. Je répète, je ne vais pas refaire l'histoire. Par exemple, si il y a bien eu rejet ou impression de rejet, j'insiste, par les parents, par les personnes aimantes entre 0 et 6, si j'ai eu cette impression-là, je ne vais pas changer mon histoire. Ce qui est fait est fait. Inutile de vivre dans le fantasme. Je sais que certaines personnes vont dire on peut changer l'histoire. Non,
Vous ne refaites pas l'histoire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est changer votre perception de votre histoire. Ça, c'est autre chose. En tirer aussi, finalement, des enseignements. Ça, c'est intéressant. Et donc, ce n'est qu'à ce prix qu'on peut sortir du schéma. Voyez? Et une fois qu'on est sorti du schéma, ben, on doit créer une forme d'autolucidité permanente parce que on aura très vite fait de retomber dedans. Donc, voilà, première chose. Donc, vous avez vu que le besoin de sécurité, s'il n'est pas finalement assouvi, je vais le dire comme ça, alors on peut souffrir de ça. Vous voyez, là, ça devient le schéma. Séparation et rejet. Alors, maintenant, si je prends le besoin d'autonomie, eh bien, je peux me retrouver avec les exigences vis-à-vis de soi-même, donc de moi-même, et du monde externe ne correspondent pas à la capacité perçue de survivre, d'agir indépendamment et d'arriver à une réussite suffisante. Donc, en fait, la personne va rentrer dans un schéma où elle ne sera jamais contente d'elle-même. Elle ne pourra pas être autonome. Elle ne pourra pas, d'une certaine manière, survivre dans un monde qu'elle jugera un peu trop rude pour elle. Elle devra bien souvent, euh, alors ça c'est la base, se fondre avec quelqu'un en croyant que l'autre personne va l'aider. Vous voyez, ben voilà, je ne peux réussir que si quelqu'un entreprend avec moi, par exemple. Je ne pourrais pas entreprendre ma société sans quelqu'un. Vous voyez, moi, je ne peux pas. Si je fais quelque chose, c'est fatalement en association, autrement ça ne va pas. Donc ça veut dire que vous ne savez pas mener les choses toute seule. Vous voyez, ça peut traduire ce type de problème. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas donné à la base assez finalement d'autonomie, d'assurance, etc., etc. Et donc, même chose, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais il ne me l'a pas donné, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va acquérir voilà, une nouvelle façon, on va développer une nouvelle façon de percevoir notre histoire et surtout bah, de percevoir aussi certaines qualités qu'on ne voyait pas auparavant. Donc voilà. Alors, si maintenant, par exemple, j'ai les problèmes d'expression de mes besoins, vous savez que c'est un des besoins fondamentaux, pouvoir exprimer mes besoins. Bah, si je ne peux pas exprimer mes besoins, je peux, par exemple, manquer de limites internes. Hein. Euh, Manque de responsabilité envers les autres, incapacité de maintenir des buts à long terme, etc. etc. Pourquoi? Bah parce que à la base, je dois pouvoir exprimer mes besoins, mes émotions, personne ne m'a écouté, alors bah, c'est la débandade en fait. Je fais ce que je veux, j'ai l'impression que voilà, il y a pas de... comment vais-je dire? Je ne sais pas mettre des mots sur ce que je ressens. Je ne sais pas mettre des mots sur mes besoins. Je ne sais pas mettre des mots sur mes envies. Alors comment voulez-vous que je sache où aller? C'est ça le truc. Comment voulez-vous, par exemple, comment voulez-vous établir des objectifs si je ne sais même pas de quoi j'ai besoin? Parce qu'on ne m'a jamais posé la question de quoi j'avais besoin. Comment voulez-vous que j'ai un retour sur moi et que je comprenne bien mes limites si jamais on m'a posé la question de ce que je ressens? Fatalement que ça pose un problème. Donc je peux avoir des adultes qui fonctionnent comme ça. Alors, lorsque je parle, par exemple, du besoin de spontanéité et de jeu, vous savez, les jeux, on en a parlé tout à l'heure, c'est un besoin fondamental. Je trouve qu'il y a, on ne met pas assez en avant le jeu. Je vais même vous dire d'une certaine manière, je trouve même, c'est très européen, que le jeu ici l'a un peu condamné. Alors, pour bien comprendre cette histoire, je trouve qu'on est très très sérieux en Europe. Jouer, c'est pas bien vu. Quand je pars aux États-Unis et que je regarde la mentalité des Américains là-dessus, alors ils ont peut-être leur tort, leur travers, tout ce que vous voulez, mais il faut leur laisser un truc, c'est que le jeu est un moyen d'acquérir des connaissances. Et ça, c'est clair. Bien sûr, si vous allez à Cap Canaveral, vous allez à la NASA, vous allez voir des choses extraordinaires en vous amusant, vous allez apprendre magnifiquement. Ici, on a l'impression que apprendre, c'est d'un sérieux. C'est d'un sérieux. En fait, apprendre, c'est sérieux. Donc, excusez-moi pour les enfants, ça me donne apprendre, c'est sérieux, donc c'est chiant, donc j'ai pas envie d'apprendre. Ben oui, ben oui, c'est terriblement ennuyeux. Hein. Et en plus, on vous dit, ah, si vous amusez, c'est que vous ne travaillez pas assez. Oui. On a vraiment cette mentalité complètement idiote de développer une forme de
voyez, de sérieux, de classicisme extrêmement rigide, extrêmement austère, pour donner l'impression d'apprendre quelque chose, de savoir quelque chose. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, je vous donne un exemple qui m'a toujours frappé. Vous faites par exemple maintenant une école privée, on vous dirait, ah, vous êtes autodidacte. Ah bon? Donc moi, j'ai pas été à l'école et j'ai pas appris certaines choses. Je suis autodidacte, moi, j'ai appris tout seul, bien sûr. C'est vous montrer parce que comme c'est une école privée, on a l'impression que c'est joyeux, tout le monde s'amuse, si vous voulez, vous faites la farandole, et puis voilà. Et puis on n'acquiert pas de compétences, il y a pas de cours, il n'y a pas d'écrit, rien du tout. C'est comme ça en fait. Vous voyez, c'est la foire au boudin en fait. Et vous avez appris tout seul. C'est comme ça qu'on voit. Allez dire ça aux États-Unis, on rigole bien. Bien évidemment, c'est pas du tout la même chose. Bon, voilà, encore une fois, il y a des travers aussi qu'ils peuvent avoir et que nous n'avons pas. Mais enfin bref. En tout cas, sur ce point, je trouve qu'ils sont plus évolués. Alors, la dépendance aux autres. La dépendance aux autres peut venir de ce fameux problème du manque de spontanéité et de jeu. Pourquoi? Donc, si j'attache une importance excessive, donc attaché aux besoins, désirs, réactions des autres, aux dépens de mes propres besoins, voyez, afin d'obtenir leur affection ou leur approbation, par peur d'être abandonné ou pour éviter les représailles. En bref, c'est ce qu'on appelle aussi en psychologie le complexe de la bonne fille ou du bon garçon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, j'ai peur de m'opposer au groupe parce que, mon Dieu, il pourrait me rejeter. Ça peut venir du besoin primaire qui est besoin de spontanéité de jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeu me permet aussi de comprendre quel rôle j'ai dans le groupe et de pouvoir m'opposer au groupe, de pouvoir me faire violence à certains moments. C'est là où j'apprends à le faire. Voyez. Et si on m'a brimé là-dessus, si j'ai pas pu le faire, eh bien, j'aurais tellement peur en fait de, de m'opposer, de dire clairement les choses, que je vais finir par devenir dépendant. Donc voilà, si vous souffrez de ça, allez investiguer quand même dans votre base, avez-vous assez joué, par exemple, avec les autres? Est-ce qu'on vous a laissé être spontané? Est-ce qu'on n'a pas été trop rigide? Alors, quand je parle de spontanéité, vous voyez, parfois, désolé, mais j'ai été un peu trop vite avec le slide, pour vous donner un exemple, parfois, si un enfant joue et qu'il dit non, c'est à moi, tout de suite, vous allez avoir une levée de bouclier. Mais enfin, ce n'est pas qu'à toi, tu dois apprendre à donner à ceci, à cela. C'est bien. Il faut apprendre à faire ça aux enfants. Mais, vous savez, pour les adultes, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont... enfin, je ne sais pas où ils ont la tête, quoi. Déjà, un adulte, pour que lui apprenne à donner quelque chose, par exemple sa voiture. Monsieur a une voiture. Ben, tu prêtes-la à ton voisin. Ben, tu ne t'imagines pas, c'est ma voiture. Prête ta moto, tu t'imagines pas, c'est ma moto. Je sais pas moi, prête, je sais pas, ton beau stylo là. Ben, tu t'imagines pas, c'est mon stylo. Attention, c'est important pour moi. Mais pour l'enfant, lui, ce qui est important pour lui, mais enfin, vous voyez, tes Playmobil, c'est pas grave, mais il faut bien vous rendre compte qu'à cet âge-là, les Playmobil de l'enfant, ça a la valeur de la voiture pour l'adulte. Donc quand j'entends beaucoup d'adultes dire, tu dois apprendre à partager, tu dois pouvoir faire ça, ils sont déjà pas, eux, capables de le faire. Donc, tout ça pour vous dire qu'attention, soyez pas trop dur non plus avec les enfants et parfois s'opposer en disant non, c'est à moi, ce sont mes affaires, je n'ai pas envie qu'on y touche. C'est très important aussi et c'est souvent dans le jeu qu'on voit ça. Okay. Donc, il faut trouver un équilibre là-dedans. Alors, lorsque votre besoin de limitation, par exemple, et de contrôle de soi n'est pas respecté, besoin fondamental, on peut avoir une survigilance et inhibition, donc le contrôle exagéré des réactions, des sentiments et des choix pour éviter des erreurs et pour maintenir des règles personnelles très rigides. Donc il y a des personnes qui ont tellement peur de tout qu'elles mettent en place des règles extrêmement rigides. Pourquoi? Mais parce que, en fait, là où on devait leur donner des limites, on leur en a pas donné, pas assez. Par exemple, hein, ça peut se jouer comme ça. Et donc, si on ne m'a pas donné assez de limites, eh bien, soit je peux tomber dans la phase numéro 2 qui est, bah, je fais n'importe quoi, ou alors je mets en place moi-même des systèmes de contrôle extrêmement forts. Personne ne m'a jamais contrôlé, alors moi je vais surcontrôler et ma personne et les autres. Vous voyez? Alors je deviens extrêmement rigide.
Voilà. Donc, on peut développer les mêmes comportements, excusez-moi du peu, par pléthore ou par carence. C'est-à-dire, je n'ai pas eu et je développe, ou j'ai eu trop et je développe. La loi, c'est la règle, c'est le juste milieu. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais enfin, c'est du bon sens. Mais comme disait Descartes, le bon sens est la chose la plus partagée, car tout le monde s'en croit si bien pourvu. En effet, vous pouvez demander à n'importe qui, est-ce que tu as du bon sens? Bien sûr, j'ai du bon sens. C'est comme en diététique. Je mange équilibré, moi. 50% de mayonnaise, 50% de frites, c'est équilibré. Et c'est tout est une question de perception. Donc voilà. Et alors, évidemment, là aussi, j'insiste, si vous-même vous avez des enfants, ou vous allez avoir des enfants, ou vous avez des amis qui vont avoir des enfants, et si vous prenez un peu connaissance de tout ça, c'est bien d'avoir des enfants, mais vous pouvez remarquer que bien souvent, quand je m'achète un nouveau véhicule, je me dis, tiens, je vais m'acheter un nouveau véhicule, qu'est-ce que je vais mettre comme huile moteur dedans, qu'est-ce que je vais mettre comme, je sais pas moi, comme, qu'est-ce que je vais ajouter, si vous voulez, pour créer de la performance dans mon véhicule, on va le dire comme ça. Mais quand il s'agit des enfants, là, nous, on est parents, c'est tout à fait normal, nous on sait, et les parents ils savent, bien sûr. Et donc, ils ne vont pas forcément trop. Alors, pas tous les parents, il y a des parents qui comprennent quand même que c'est pas si simple et que on n'en sait jamais assez, et que même en sachant des choses, on est encore capable de faire des erreurs. Donc, c'est clair. Et encore une fois, je me mets dedans. Mais il y a quand même des gens qui ne cherchent pas à améliorer leurs compétences. Bon, en bref. La relation entre les schémas précoces inadaptés et les besoins affectifs fondamentaux, ça me donnerait ceci. Par exemple, vous voyez, quand on parlait du besoin de sécurité et d'attachement, donc j'ai besoin fondamental d'attachement. Imaginons que la personne, d'une certaine manière, n'ait pas eu ça et qu'elle souffre du fameux rejet dont je parlais tout à l'heure. Ça peut me donner, par exemple, des schémas possibles. Abandon et instabilité, peur d'être abandonné, sentiment d'instabilité, méfiance et abus, s'attendre à ce que les autres vous fassent souffrir, vous maltraitent, vous humilient, mentent, trichent. Manque affectif, certitude que les autres ne donneront pas le soutien affectif dont vous avez besoin, imperfection, honte, se juger imparfait, mauvais, inférieur ou incapable, isolement ou aliénation, sentiment d'être isolé, coupé du reste du monde, différent des autres, ou ne pas faire partie d'aucun groupe ou d'aucune communauté. Ce sont des schémas, si vous souffrez d'un de ces schémas, qui sont rattachés directement à la séparation et au rejet, et donc le besoin qui n'a pas été assouvi correctement, eh bien, c'est le besoin de sécurité initiale. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'une fois qu'on sait, évidemment, si, par exemple, j'ai de l'abandon, peur de l'abandon, peur d'être abandonné, sentiment d'instabilité, je sais automatiquement que ça fait une relation directe à un besoin qui n'est pas satisfait, qui est le besoin de sécurité. Alors là, vous allez me dire, c'est facile. Par contre, il faut bien avouer que se juger imparfait, mauvais, inférieur ou incapable, on ne voit pas directement la relation, pourtant c'est toujours lié à ce besoin. Ce besoin qui n'a pas été assouvi. Alors, le besoin d'autonomie, de compétence et le sens de l'identité. Donc vous vous souvenez, ça, on a besoin d'autonomie. On a besoin de ça, je vous en ai parlé. Imaginons que je n'ai pas eu assez. Alors ça peut me donner dépendance et incompétence, croire à sa propre incapacité à faire face seul aux responsabilités journalières. Peur des événements inévitables et incontrôlables. Surprotection, personnalité atrophiée, attachement émotionnel excessif à une ou plusieurs personnes au détriment d'une adaptation sociale normale. Échec, croyance que l'on a échoué ou que l'on échouera, que l'on est incapable de réussir aussi bien que les autres. En bref, tout ça vous montre quelque chose, c'est j'ai l'impression de ne pas être capable. Voilà, j'ai l'impression de ne pas être capable, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de compétences. Combien de personnes, des adultes, je vous assure, c'est à l'appel que je vois ça. Par exemple, dans l'orientation, ils viennent refaire de l'orientation. Oui, mais bon, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que je ne repartirai pas par une école? Mais non. Là, ce qu'on est en train de vous dire, il n'y a pas d'accès à la profession. Demain, vous pouvez ouvrir ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais quand même, je serais quand même plus rassuré. Parce que si j'avais un diplôme, mais je dis, c'est rassurant en quoi?
Demain, vous pouvez commencer à gagner votre vie. Oui, mais quand même, hein, un diplôme, c'est quand même rassurant, vous voyez, parce que moi, je n'ai pas l'impression, s'il n'y a pas une instance supérieure qui a attesté que j'ai les compétences pour le faire, alors je ne peux pas. Mais vous pouvez être sûr qu'après avoir eu le coup de tampon, sur le diplôme, on vous dira, j'ai eu le diplôme, mais je n'ai pas fait assez de stages. Une fois que vous avez eu les stages, on vous dira, j'ai eu les stages, mais je n'ai pas encore eu assez d'expérience réellement dans la vie civile. Vous voyez, ça n'arrête jamais. Ce sont des schémas. Mais alors, les gens trouvent que c'est logique en plus. Hein, parce qu'ils vous le disent, non, non, c'est rationnel, bien évidemment. Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Et ça leur pourrit la vie. Et ça les empêche d'avancer. Donc, si vous avez ce genre de choses, ça renvoie directement aux besoins d'autonomie hein, et de compétences qui n'ont pas été effectués à ce moment-là. Le besoin de se sentir libre d'exprimer ses besoins et ses émotions, associé à l'empathie, peut donner par exemple, quand on ne l'a pas eu, assujettissement. Hein, donc le comportement, l'expression des émotions, les décisions sont totalement soumises aux autres. Par exemple, abnégation, un souci exagéré de toujours considérer les autres avant soi-même. Voyez, besoin d'approbation. Le problème central est un besoin excessif de l'attention, de l'estime et de l'approbation des autres. En bref, ce que vous allez faire, c'est tout le temps vous soucier des autres. Pourquoi? Mais parce que vous vous mettez vous de côté. On ne vous a pas demandé à vous ce dont vous aviez besoin. Et à la rigueur, si vous exprimiez les choses, on vous a peut-être bloqué là-dessus. Donc, vous ne pensez plus à vous, vous pensez aux autres. Si vous ne savez pas mettre des mots sur vos émotions, en réalité, vous ne savez pas ce que vous ressentez. Il y avait un chouette truc comme ça, je crois que c'est La mariée en cavale ou une histoire comme ça, c'est un film avec Julia Roberts et Richard Gere. C'est pas Pretty Woman, ça suivait Pretty Woman, où justement cette fameuse mariée ne sait pas comment elle aime ses œufs. Elle les aime en fait de la même manière que ses petits copains. Vous voyez, donc si un les aime, je sais pas, à la coque, elle l'aimera à la coque, un autre ce sera autre chose, etc., etc. Et ça peut venir du besoin de se sentir, enfin, en tout cas, le besoin qui n'a pas été respecté, c'est le fameux besoin de se sentir libre, d'exprimer ses besoins et ses émotions. Le besoin de spontanéité et de jeu. Même si dans la spontanéité, ça peut être aussi montrer un peu les dents en disant attention, je ne suis pas d'accord, ou ça ce sont mes affaires, etc. J'en ai parlé. Eh bien, ça peut me donner quelque chose. Peur d'événements évitables, négativité. Donc, par exemple, la crainte exagérée que dans des contextes divers, travail, situation pécuniaire, relations interpersonnelles, tout va tourner au pire. Hein. Voilà, ça peut me donner ça. Surcontrôle, le contrôle excessif des réactions spontanées. Idéaux exigeants, par exemple la conviction que l'on doit s'efforcer d'atteindre et de maintenir un niveau de perfection dans son comportement. Ah bah oui, parce que si j'ai pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Je peux pas jouer, si vous voulez. Je peux pas jouer. Tout ce que je fais, c'est hyper sérieux. C'est le top du top. Et parce que, mon Dieu, je suis Dieu. Je suis Dieu, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc voilà. Punition, la tendance à se montrer intolérant, très critique, impatient et à punir les autres et soi-même, s'ils n'atteignent pas le niveau de perfection que l'on exige. Voyez, parce qu'on n'a pas assez joué. Parce que la vie, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. Et bien pour vous montrer que c'est un jeu, c'est que le jeu, il a une caractéristique. Le jeu, les jeux ont une caractéristique. Ils bougent. Ils bougent. Ils se mutent. Voyez, je sais qu'il y a des règles de base, mais ils se mutent. Donc, le jeu, c'est créer de l'adaptation. On s'adapte en jouant. Et ici, en fait, on ne s'adapte pas. Et on vous dira, je ne peux pas faire ça si je n'ai pas la certitude d'arriver à mes objectifs. Je ne ferai pas ça si je ne suis pas sûr d'être le meilleur ou la meilleure, etc. In fine, ça peut correspondre à ce besoin affectif qui n'a pas été respecté. Et pour terminer, le besoin de limite et d'autocontrôle. Donc, par exemple, ça peut me donner besoin personnel, dominance, donc besoin de faire ou d'obtenir exactement ce que l'on veut sans considérer qu'il en coûte aux autres, ou une tendance excessive à affirmer sa force. Ah oui, ça peut me donner ça, bien évidemment, on ne m'a pas appris à me contrôler. Hein. Et par exemple, je suis toujours stupéfait, il y a des hommes, alors s'il y en a qui m'écoutent, petite dédicace, il y a des hommes qui ne peuvent pas s'empêcher de broyer la main de leur interlocuteur. C'est dingue ça. Ou de leur interlocutrice. Et parfois même des enfants. Ah
ben oui, parce qu'ils sont forts, si vous voulez, ils savent pas maîtriser leurs forces. Non, vous rigolez ou quoi? Donc là, il y a un problème, c'est que lorsqu'on manque d'autocontrôle, hein, et qu'on veut absolument affirmer sa force par la poignée de main ou par de l'autoritarisme, etc., etc., dites-vous que c'est très certainement parce que derrière, il y a eu un manque dans les besoins de limite et d'autocontrôle qui pousse à une véritable connaissance de soi et de savoir doser sa force, par exemple. Voyez. Voilà, alors le manque de contrôle de soi, hein, qui est une discipline personnelle, l'incapacité ou le refus de contrôle de soi, on ne supporte pas la frustration. Ah ben non, fatalement. Si on ne m'a jamais mis de limite, dès qu'on me met des limites, je ne la supporte pas. Et donc je me retrouve avec des personnes qui ne supportent plus qu'on puisse leur mettre des limites. Vous voyez? Alors j'insiste, je peux avoir ça parce que je n'en ai pas eu ou parce que j'en ai trop eu. Donc, c'est toujours la même chose. Ces besoins, soit ils ne sont pas respectés, soit ils ont été, à la rigueur, trop respectés. Et donc, ça pousse la personne à créer un problème. Ce qui veut dire que la loi du juste milieu, la loi de l'équilibre reste toujours ce qui doit dominer. Parce qu'autrement, on peut se retrouver en train de faire quelque chose par pléthore ou par carence. C'est comme tout dans la vie, hein, vous voyez, j'ai pas assez de vitamines, ça me donne ça, j'ai trop de vitamines, ça donne ça. J'ai pas assez d'oligo-éléments ou trop d'oligo-éléments, ça me donne ça, vous voyez. Donc, c'est toujours la loi de l'équilibre, du juste milieu. Et les besoins affectifs fondamentaux, donc de base, eh bien, ne dérogent pas à la règle, c'est exactement la même chose. Si on ne les respecte pas, alors on peut développer plus tard des schémas. Ok, donc là, je vous en ai déjà parlé, des familles de schémas et puis des sous-groupes. C'est ce que je viens de développer avec vous. Ce que je viens de développer avec vous, ce n'est pas moi qui ai développé ça, hein, c'est le fameux donc Jung, qui n'est pas Carl Jung, hein, attention, ça c'est encore autre chose. Voilà, qui a développé. Je trouvais que c'était pas mal du tout. Voilà, ça peut peut-être vous aider à repérer vos propres schémas, parce que dans le fond, bah, ce sont les familles les plus, voilà, qu'on retrouve le plus facilement. Voilà. J'espère que ce petit live vous aura plu, qu'il vous a appris certaines choses, et puis surtout qu'il vous aidera évidemment à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors, oui, je réponds quand même à quelque chose, parce que parfois on me dit, ah Dominique, tu donnes beaucoup de formations comme ça, gratuitement. Qu'on s'entende bien, ce n'est pas de la formation, c'est de l'information. L'information, c'est pas la formation. Donc, ça, par exemple, ce que je suis en train de donner, si vous êtes coach, par exemple, ça peut vous aider. Si vous n'êtes pas coach, par exemple, ou psychologue, etc., vous allez dire c'est intéressant. Mais dans tous les cas de figure, celui qui me dit c'est intéressant, je lui ai donné des branches, si vous voulez. Mais le tronc, la méthodologie, c'est autre chose. On apprend une méthodologie. Ici, je n'apprends pas une méthodologie, je donne de l'information qui pousse à faire réfléchir. Ça, c'est autre chose. Alors, je réponds à ça parce que dernièrement, donc, on m'a posé cette question. Mais donc, à force, je pourrais me lancer comme coach, etc. On peut, dans l'absolu, tant qu'il n'y a pas d'accès aux professions, on peut faire ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas de méthode, tout ça, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas de méthode, c'est un peu compliqué. À un moment donné, on va se retrouver bloqué face à un interlocuteur ou une interlocutrice qui nécessite d'autres soins, d'autres interventions, etc. Donc, il y a une méthodologie. Je voulais faire cette nuance, cette différence, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, donc je profite cette fois-ci d'expliquer le sens de tout ça, d'autant plus que moi, mon but, c'est vraiment de faire de la vulgarisation, donner des trucs et astuces, mais voilà, ça va pas au-delà de ça. Voilà. Dimanche sur Facebook, restez motivés. Et oui, on va parler de la motivation en psychologie. Et le samedi, donc demain, sur YouTube. Ah, sur YouTube commence, alors pour ceux que ça intéresse, je vais commencer toutes des études de personnalité, paranoïaque, schizoïde, borderline, etc., etc. Ça, c'est quand même quelque chose pour ceux, encore une fois, qui veulent comprendre les différents types de personnalités. Il y en a pas mal qui sont décryptés, donc voilà, intéressant. Pour ça, vous allez sur YouTube et vous allez trouver. Donc, vous tapez Facing
Fixing EuropaCorp sur YouTube et vous allez trouver la chaîne et je serai en live donc demain à 19h. Voilà les amis, je vous souhaite une agréable journée. De toute façon, si vous restez sur Facebook, je serai là dimanche 1er août à 19h. Voilà, jusque là, portez-vous bien, je vous souhaite une agréable soirée. Salut à tous.